российский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Nous sommes aussi responsables de la situation actuelle dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, une opposition silencieuse. Notre faute n'est pas seulement d'avoir cru en Poutine, c'est aussi de l'avoir fabriqué. Depuis sa première élection comme président de la Russie en 2000, Vladimir Poutine est l'homme politique le plus populaire du pays. Comme par hasard, il est aussi l'homme le plus médiatisé de Russie. Сейчас события, дорогие мои, можно встать и начать абалдировать, потому что данной композиции я еще не слышал, но это нечто. К которому нужно стремиться каждому мужчине, каждому существу мужского пола, скажем так. Comment expliquer l'ascension fulgurante de cet ancien sous-colonel du KGB, encore totalement inconnu un an avant son élection? Et pourtant, au mois de mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Russie. S'agit-il d'un conte de fées, d'une intrigue au Kremlin, ou plus simplement d'une interprétation assez particulière de la démocratie? L'histoire commence avec une énorme affaire de corruption qui naît autour du chantier pharaonique de la restauration du Kremlin. Le palais du Kremlin n'avait pas été restauré depuis 150 ans. Les travaux ont porté sur les grandes salles, les vestibules, la centrale de refroidissement et de chauffage, les restaurants, les systèmes électriques, l'air conditionné et le réseau de communication interne du Kremlin. Nous avons fait travailler 150 sociétés, parmi lesquelles 48 sociétés étrangères, dont une vingtaine de sociétés italiennes qui s'occupaient de la décoration intérieure. 14 000 personnes travaillaient ici 24 heures sur 24. Nous avions 32 avions cargo et notre propre douane. C'est un travail sans précédent. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le Kremlin cherche à effacer les symboles de l'ancien régime. Pavel Borodine, le tout-puissant administrateur des biens de la présidence sous Boris Eltsine, est responsable du projet. Il signe d'énormes contrats avec des entrepreneurs occidentaux et l'argent transite par des banques suisses. La justice helvétique s'interroge sur la régularité de certaines transactions et la procureure générale Carla Del Ponte propose à son homologue russe d'ouvrir une enquête judiciaire. Il était fermement convaincu qu'il aurait pu faire cette enquête et que c'était indispensable de faire cette enquête. J'ai reçu les informations dans un paquet que j'ai posé sur mon bureau. Je n'avais pas très envie de l'ouvrir. J'avais comme un pressentiment que ça allait mal se terminer pour moi. Malgré ses craintes, le procureur Skouratov ouvre une enquête. Très vite, il soupçonne un formidable trafic derrière les façades dorées du Kremlin. Pavel Borodine et son équipe profiteraient de l'absence de contrôle pour gonfler le coût des travaux. Ceci leur permettrait de signer des contrats pour des montants dépassant de plusieurs fois les prix réels et d'encaisser au passage la différence. Un des partenaires privilégiés de Borodine dans ce trafic est la société Mabetex, une société suisse avec laquelle il a signé un contrat de 350 millions de dollars pour des travaux d'aménagement intérieur. J'ai vu à Lugano, en Suisse, une annonce dans laquelle Mabetex se vantait de sa réussite, disant qu'une porte qui coûte 1200 dollars en Suisse était payée 12 000 dollars par le Kremlin. Une porte, une seule porte. L'affaire est énorme. Dans la grande tradition des années Eltsine, elle aurait été immédiatement enterrée. Cette fois-ci,
les choses vont se passer autrement. Au mois d'août 1998, au beau milieu des vacances, le gouvernement, incapable d'honorer ses dettes, annonce la cessation des paiements. La Russie plonge dans une crise financière sans précédent. Plusieurs grandes banques font faillite et le rouble s'effondre. Tout le monde a perdu d'un seul coup 80% de son argent. Les gens avaient gardé toutes leurs économies en roubles. Et quand le rouble s'est effondré face au dollar, chaque patrimoine a été divisé par 5 ou par 6. Les Russes se sentent spoliés. Ils accusent Eltsine et ses réformes de les mener à la catastrophe et demandent des comptes. On dit que le président, qui a eu plusieurs infarctus et un quintuple pontage coronarien, est trop malade pour exercer le pouvoir. À chaque instant, on s'attend au pire. Au beau milieu de la crise, Eltsine doit recevoir Bill Clinton à Moscou. Quelques jours avant la rencontre, la CIA informe la Maison-Blanche de la mort probable du président Eltsine. Je l'ai appris par Madeleine Albright dans son bureau. Elle m'a dit « Vous êtes au courant des dernières nouvelles de nos amis de l'agence ?» Les dernières ? Elle m'a dit « Oui, il paraît qu'Eltsine est mort. » La question était de savoir s'il y avait encore quelqu'un à rencontrer. Ce n'était pas une perspective très réjouissante pour le président Clinton que d'arriver et de se retrouver avec un légume. L'administration a sérieusement envisagé d'annuler le voyage parce qu'il avait déjà suffisamment de problèmes pour ne pas se retrouver en plus avec un cadavre sur les bras. Les médecins ont remis Eltsine sur pied pour Clinton. Le président russe semble contrôler la situation au Kremlin. Mais en réalité, ces décisions dépendent de plus en plus d'un petit cercle de conseillers particuliers que les journalistes accrédités au Kremlin appellent la famille. Tout dépendait de qui se trouvait près de Eltsine et arrivait à se faire entendre pendant les rares moments de lucidité du président. Le pouvoir appartenait à ceux qui étaient physiquement proches de lui, à ceux qui tenaient son urinoir. Le pouvoir appartenait donc à sa famille. Et les amis de la famille, ceux qui la finançaient, sont ainsi devenus les oligarques les plus influents du pays. La famille, une sorte de politburo rassemblé autour d'Eltsine, comprend sa fille Tatiana, Yumachev, son futur mari, et les hommes d'affaires Boris Berezovsky et Roman Abramovitch. En cet automne 1998, le petit cercle influent du Kremlin cherche celui qu'Eltsine doit nommer Premier ministre pour sortir de la crise. Il ne s'agit pas d'un simple chef de gouvernement, mais de son successeur. Car selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui remplace le président en cas d'incapacité. Et en tout état de cause, à moins de 2 ans des élections, le fauteuil de Premier ministre est un formidable tremplin pour les présidentielles. Quelle que soit la personnalité ou les convictions politiques de celui qui s'installe dans ce fauteuil, pour nos électeurs, il devient un candidat sérieux pour les présidentielles. Nous avons calculé que le poste de Premier ministre donne automatiquement entre 20 et 40% des voix. Tous les candidats proposés par la famille sont rejetés par le Parlement. Après de longues semaines d'hésitation, Eltsine est contraint de choisir Evgeny Primakov. Ancien ministre des Affaires étrangères, ex-chef des services de renseignement, c'est un proche des communistes. C'était un homme qui convenait à tout le monde. Un homme qu'Eltsine connaissait, qui avait des convictions soviétiques, donc quelqu'un qui plaisait au Parlement majoritairement communiste à l'époque. Un homme respecté à l'étranger,
ami à la fois de Madeleine Albright et de Saddam Hussein, comme il le disait lui-même. Le nouveau Premier ministre se démarque de la famille et demande au gouvernement de lui présenter l'état réel de la corruption et de la délinquance économique dans le pays. Quelques semaines plus tard, il reçoit un rapport. Ce rapport constatait que d'énormes sommes d'argent avaient disparu à l'étranger. Pour faire entrer cet argent, il n'y avait qu'une seule solution: engager des poursuites judiciaires. Я бы добавил к этому следующее. Освобождать места для тех, которых мы сейчас сажать будем по экономическим преступлениям. Вот это чтоб твердо вы знали. Alors que l'opinion publique approuve largement les propos de Primakov, pour les hommes d'affaires russes comme Boris Berezovsky, c'est une déclaration de guerre. Il n'était pas encore président qu'il rêvait déjà de jeter tout le monde en prison. Il a libéré 96 000 délinquants, des gens très peu dangereux, pour faire de la place pour les hommes d'affaires qui, comme chacun sait, sont des gens très dangereux. Ils ne se contrôlaient plus. La guerre est déclarée et la bataille principale s'engage autour de l'affaire Mabetex. Le procureur général envoie une commission rogatoire en Suisse. À Lugano, les enquêteurs découvrent un compte personnel de 6 millions de dollars au nom de Pavel Borodine, le patron du chantier du Kremlin. Lors d'une perquisition dans les bureaux de Mabetex, on trouve des relevés de cartes de crédit au nom des filles de Boris Eltsine et une carte bancaire au nom du président. Carla Del Ponte en informe le procureur Skouratov. On était en contact téléphonique. Et je me souviens que je lui demandais est-ce qu'on est écouté ou bien est-ce que je peux parler librement. Alors lui il m'avait dit oui, vous pouvez parler librement, c'est un téléphone spécial, il n'est pas écouté. Mais c'est seulement plus tard que j'ai appris qu'on était écouté. Donc il y avait quelqu'un qui avait les informations de l'enquête en cours. Le 1er février, le procureur Skouratov est convoqué par le secrétaire général de la présidence. 10 jours seulement après la perquisition chez Mabetex, le Kremlin contre-attaque en frappant au-dessous de la ceinture. Je suis venu le voir vers 4 heures de l'après-midi, le 1er février. Il m'a demandé qui d'autre était au courant de l'affaire Mabetex. Après ces questions, il m'a dit « Je voulais vous montrer une cassette » et il a mis la cassette. Cet homme me ressemblait. J'ai tout de suite pensé que si cette cassette était diffusée à la télévision, si on la montrait à tout le pays, à ma femme, à mes proches, il faudrait que je m'explique, que je me justifie, que je prouve que ce n'était pas moi. J'étais sous le choc. On ne réfléchit pas dans des moments comme ça, on est sous le coup de l'émotion. Le chef de l'administration m'a dit « Le président ne veut même plus travailler avec toi, il faut que tu démissionnes. » Il ne voulait même pas savoir si c'était moi sur la cassette. Le chantage est une méthode habituelle du Kremlin et le bruit circule que la famille détient des cassettes compromettantes sur plusieurs hauts fonctionnaires. Mais Skouratov ne cède pas au chantage et il continue l'enquête avec ses collègues suisses. Le 23 mars, Carla Del Ponte vient elle-même à Moscou. Elle apporte de nouveaux documents sur l'affaire. Skouratov vient me recevoir à l'aéroport, à la descente d'avion, et j'étais étonnée qu'il était là avec un bouquet de fleurs. C'était comme si j'étais un chef d'État ou un ministre. Je l'ai emmené dans ma voiture et nous avons travaillé à la campagne, dans une maison appartenant au parquet général, pour garantir la confidentialité. Je savais que le FSB et les autres services auraient payé cher pour avoir l'information.
Le ministre de l'Intérieur, Stepachine, a demandé à la rencontrer pour savoir quelles étaient les informations qu'elle m'avait apportées. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment peur, mais ensemble, j'étais quand même un peu préoccupé parce que le ministre de l'Intérieur qui m'appelle, qui me convoque immédiatement au ministère de l'Intérieur. Le ministre voulait pas seulement savoir, mais voulait, si je me souviens bien, les documents que j'apportais. J'ai fait comprendre au ministre que c'était pas possible que je lui donne la documentation ou les informations sur une enquête pénale. Carla Del Ponte réussit à échapper au ministère de l'Intérieur et refuse de dormir dans la résidence du parquet. Je ne voulais pas rester là, je me suis dit, je vais avoir mon vidéo aussi montée. Alors, j'avais téléphoné à l'ambassadeur suisse à Moscou en disant que j'allais dormir chez lui, à la résidence suisse. Le lendemain, la procureure suisse quitte la Russie sans autre incident. Entre-temps, la cassette est projetée devant les députés pour justifier la demande d'Eltsine de limoger le procureur général. Mais les députés, qui ne sont pas convaincus par l'enregistrement, refusent le départ de Skouratov. Le Kremlin remet alors la cassette aux journalistes. Dans la salle de montage, j'ai mis la cassette et tout de suite j'ai été entouré par mes amis et collègues. Chacun pointait son doigt sur l'écran et essayait de deviner qui étaient ces trois personnes entremêlées. Chacun avait son avis. Et nous n'étions pas convaincus que l'homme de la cassette était vraiment le procureur général. Des extraits de l'enregistrement sont diffusés à la télévision, mais beaucoup doutent encore de l'authenticité de la cassette. Malgré le scandale, Skouratov poursuit son enquête. Il décide d'interroger les filles d'Eltsine et d'arrêter Berezovski. Le Kremlin sort alors son joker. Сегодня директор ФСБ Владимир Путин сообщил журналистам, что скандальная видеокассета с изображением человека, похожего на Скуратова, подлинная. Другими словами, на ней заснят именно генеральный прокурор. Poutine s'est personnellement impliqué dans l'affaire Skouratov. Il a mené l'enquête lui-même. Cela a beaucoup plu à Eltsine et c'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont vraiment pris au sérieux. Poutine a prouvé à la famille qu'elle pouvait compter sur lui. Après son intervention publique, une enquête judiciaire est ouverte sur le procureur Skouratov. Il est suspendu et contraint d'abandonner l'affaire Mabetex. Pour la famille, la première manche est gagnée, mais la partie est loin d'être finie. Il ne reste que 14 mois jusqu'au présidentiel. Primakov est toujours Premier ministre et continue sa campagne anticorruption. Il est au sommet dans les sondages. La majorité des Russes voudrait qu'il soit le prochain président. Alors le Kremlin prépare sa chute. Le premier signe public de la manœuvre ressemble à un jeu de chaises musicales. На заседании оргкомитета необходимо определить не так все. Степашин первый зам. Исправись. Сергей Вадимович, пересядьте. Первый зам председателя правительства Степашин Сергей Вадимович. Больше вроде ошибок нет. Il a dit que nous n'étions pas installés correctement.
Je me suis dit qu'il reprochait peut-être à Stepachine d'être trop timide et ne pas s'asseoir à côté du président ou de s'asseoir trop loin. Je ne pensais pas du tout que c'était le signe de mon prochain départ. Primakov est limogé. Stepachine s'installe dans son fauteuil. Mais Primakov ne disparaît pas de la scène politique. Avec le tout-puissant maire de Moscou, Louchkov, il crée le Parti de la patrie. Нам обещали, покончим с преступностью. Я верю только делам. Отечество, вся Россия. Primakov dénonce publiquement la corruption de l'entourage d'Eltsine et demande des comptes au Kremlin. Le nouveau parti s'envole dans les sondages. Au Kremlin, c'est la panique. La famille n'a plus de temps à perdre. Il faut trouver un héritier à Eltsine. Mais ils sont à court de candidats. Réformateurs ou apparatchiks, personne ne leur paraît suffisamment docile et loyal. La famille pense alors à Vladimir Poutine, qui a montré avec l'affaire Mabetex qu'on pouvait lui faire confiance. Au mois de juin 1999, par hasard, je me suis retrouvée avec la fille de Eltsine, Tatiana, sur un vol en provenance des États-Unis. On se connaissait. Le vol était très long. Tatiana a commencé à me poser des questions sur la situation politique. Elle m'a demandé « Ksenia, qu'est-ce que vous pensez de Poutine ?» J'ai dit « Quel Poutine ?» Si je me rappelle bien, à l'époque, il était déjà patron du FSB. Je lui ai dit « Laisse tomber, Tatiana, quel Poutine ?» Mais apparemment, il était déjà un candidat sérieux à ce moment-là. Pourquoi Poutine ? Après l'effondrement de l'Union soviétique, cet ancien sous-colonel du KGB commence sa carrière d'apparatchik dans l'ombre du très puissant maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Sobchak le prend comme adjoint, puis en 1996, le charge de sa campagne de réélection à la mairie. Ce sera la seule expérience électorale de Vladimir Poutine. C'est un échec. Sobchak perd sa mairie. Poutine est au chômage. Il aurait pu se reconvertir dans les affaires, mais il fait un autre choix. Il va à Moscou, où il se fait embaucher par Pavel Borodine. Poutine est venu de sa propre initiative. C'était quelqu'un de sérieux et d'honnête, très fort en business. Je l'ai embauché. Poutine est embauché comme adjoint de Borodine. En moins de 2 ans, il fait une carrière exemplaire et en août 1998 prend la tête du FSB, le service de la sécurité intérieure qui succède au KGB. Mais comment expliquer que le chef des services secrets puisse devenir l'héritier d'Eltsine ? La famille l'a choisi pour sa fidélité et aussi parce que, tout comme Primakov, il peut incarner la loi et l'ordre aux yeux des électeurs. Et si Poutine a réussi à séduire la famille, c'est qu'il a un autre talent. Un talent qui compte dans les intrigues du Kremlin. Il sait plaire. L'une des plus influentes journalistes accréditées au Kremlin, Elena Tregubova, a eu l'occasion de tester les talents de Poutine. Un jour, elle reçoit une invitation à déjeuner du patron du FSB qui va s'employer à la séduire. Pour moi, un membre du KGB, c'était quelqu'un de stupide, quelqu'un de borné, de terne, à peine un homme, juste un être inférieur, une sorte d'intouchable. Du coup, ça a été une surprise. Il n'était pas si primitif que ça. Il avait un contact facile et s'adaptait bien à son interlocuteur. Pendant un instant, il te fait croire qu'il partage tes opinions, qu'il vient du même milieu que toi. Quand tu es avec lui, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il imite tes expressions, tes gestes, il change de position du corps. Il utilise toutes ces techniques de recrutement des espions. Grâce à ses talents, l'ex-espion a conquis tout ce qui compte. Il est sorti gagnant des luttes d'influence au sommet du pouvoir et devient le candidat préféré de la fille d'Eltsine et de son gendre. C'est Boris Berezovsky, celui qu'on appelle le parrain du Kremlin, qui au mois de juin 1999 est chargé de faire une offre secrète à Poutine.
Poutine était en vacances dans le sud de la France, à Biarritz. J'ai pris mon avion et je suis allé le voir. Il était en vacances en famille avec sa femme et ses 2 filles. Des vacances très modestes, sans luxe, dans un petit hôtel. C'est là que pendant toute une journée, je lui ai parlé de notre projet. À la fin de la journée, Poutine a accepté notre proposition. Plus tard, Poutine lui-même racontera à son journaliste favori la façon dont il a accepté la proposition. Poutine a réussi à les séduire, puis il a fait semblant de se laisser convaincre. Il m'a dit « Sergueï, vous savez, je ne voulais pas accepter. J'ai refusé, ils m'ont forcé. » Ils lui ont dit « Vladimir, tu vas continuer à aller au travail comme avant, tu ne feras que changer de bureau. Nous allons tout préparer, tous les documents, toutes les décisions. On fera tout à ta place, ne t'inquiète pas. » La famille garde le secret absolu sur son choix. En apparence, la vie continue. On ne parle pas des élections. Tout paraît très calme cet été 1999. Mais ce n'est qu'une apparence. En Suisse, l'affaire Mabetex reprend. À New York, une nouvelle enquête est ouverte sur les proches d'Eltsine. Elle porte sur le détournement de milliards de dollars d'aide du FMI. La communauté internationale demande des comptes au Kremlin. Il faut agir très vite. La famille décide de mettre en œuvre le projet de candidature de Poutine. Mais comment s'y prendre ? Les événements dans le Caucase tombent à point nommé. Le matin du 5 août, plusieurs unités tchétchènes commandées par Shamil Bassayev traversent la frontière et pénètrent sans résistance dans la province russe du Daghestan, dans le but d'établir un État musulman dans tout le Caucase. À l'époque, le Kremlin joue la surprise. Je pense qu'aujourd'hui, on peut ouvrir certains dossiers d'histoire, même si c'est l'histoire récente. Nous avions été informés de leur projet et l'information la plus complète provenait du FSB. Elle disait qu'ils préparaient une attaque pour la deuxième moitié du mois de septembre ou d'octobre. Selon certaines sources, des proches du Kremlin auraient encouragé Shamil Bassayev à avancer la date de son raid. L'armée russe riposte par une gigantesque opération. À Moscou, c'est à nouveau la crise politique. Eltsine en profite pour changer de Premier ministre. Садиться не буду. Чтобы не засидеться, да, Николай Емельянович? Очень тяжелая обстановка сегодня в Дагестане и на Кавказе. Я только что прибыл оттуда. Пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан. Ну, а теперь о текущем. Утром я был у президента. Он подписал указ о моей отставке. Поблагодарил за хорошую работу. И отправил в отставку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин, секретарь Совета Безопасности и директор ФСБ. Я и Сергей Вадимович, мы люди военные. Президент принял решение, будем его выполнять. Quand on a appris la nouvelle, on s'est dit que la politique russe était vraiment devenue définitivement imprévisible. Qu'une personne comme Poutine, qui d'après tous ceux qui avaient eu affaire à lui était un petit fonctionnaire, puisse être mis en position de devenir président si quelque chose arrivait à Eltsine, semblait tout simplement absurde. Poutine est parfaitement inconnu du grand public et il ne reste que 10 mois avant les présidentielles. Il part alors à la conquête de l'opinion, en commençant par ceux qu'il comprend le mieux, les militaires. Il se rend dans les unités qui combattent au Daghestan sous les ordres du général Chamanov, un des faucons de l'armée. Pour nous, les militaires, la visite de Poutine a montré qu'il était avec nous. Cette visite était symboliquement très importante. Il nous a remonté le moral. Mais le plus important,
c'est qu'il ait signé tous les plans militaires, ce que personne n'avait plus fait depuis Gorbatchev. Avant Poutine, les présidents nous donnaient des ordres verbalement et refusaient ensuite, sans le moindre scrupule, d'en assumer la responsabilité. Dès sa première visite, j'ai vu que Poutine était un vrai homme d'État. Je le soutiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais les images du nouveau Premier ministre aux côtés des militaires ne suffisent pas à le rendre populaire. 10 mois avant les présidentielles, Poutine arrive à peine à 3% des intentions de vote quand Primakov frôle les 20%. Comment renverser la situation ? Pour cela, il n'existe qu'un moyen. Utiliser la télévision. Berezovski se rappelle alors de Sergueï Dorenko, le journaliste vedette de la première chaîne, écarté de l'antenne quelques mois auparavant par Primakov lui-même, qui n'appréciait pas son franc-parler. C'est Berezovski qui m'a proposé de revenir à la télévision. Il m'a dit « Tu vois dans quelle situation nous sommes avec cette menace des 100 000 places de prison. Il faut qu'on se batte. » Alors je lui ai dit « Écoute Boris, Primakov me pendra de toute façon. » Dorenko m'a dit « Je sais que Primakov va gagner, mais je ne veux pas vivre sous Primakov. Il te pendra toi d'abord et moi ensuite. Alors pourquoi ne pas se lancer dans un dernier baroud d'honneur ?» Ce sont ses propres mots. J'ai dit d'accord, je pense que nous allons perdre, nous avons déjà perdu. Mais pourquoi pas se bagarrer ? On va le faire, ce baroud d'honneur. Aujourd'hui encore, Berezovski se rappelle de mon expression, un baroud d'honneur avant d'être pendu. Dorenko obtient une émission hebdomadaire diffusée le dimanche soir en prime time sur la première chaîne, la chaîne qui appartient à Berezovski. C'est l'émission la plus regardée en Russie. Et tous les 15 jours, Poutine participe au programme de Dorenko. Мы встретились с премьером в аэропорту, когда он прилетел из Еревана. Для нас ясно одно, что уровень правовой культуры на постсоветском пространстве, он способствует росту терроризма, к сожалению. Ce que je n'ai pas aimé, c'était son attitude condescendante et méprisante vis-à-vis des électeurs. Il me disait « Sergueï, la réalité, c'est ce que nous montrons. Ils ne sauront rien d'autre. Ils n'ont besoin de rien savoir d'autre. Et si vous ne le montrez pas, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord, Sergueï ? Ce sont ses propres mots. » Je me souviens très bien. Je suis allée voir un ami, un professionnel en marketing politique, et je lui ai demandé « Est-ce qu'on peut imaginer réanimer un patient comme Poutine ?» Il m'a dit « Il y a un moyen, il faudrait une petite guerre victorieuse, mais personne n'oserait la faire. » Dès l'instant où j'ai appris la nouvelle de l'explosion, j'ai regardé la télévision toute la nuit jusqu'au lendemain matin. La télévision vous pousse à une telle empathie avec les victimes qu'à la fin vous finissez vous-même par vous sentir victime et vous avez besoin de vous faire soigner. « 300 personnes ont trouvé la mort dans les explosions. Jamais la Russie n'avait connu d'attentat d'une telle ampleur. Aujourd'hui encore, on n'en connaît pas les auteurs. À l'époque, et dès les premiers instants, le pouvoir accuse les terroristes tchétchènes, provoquant une vague de xénophobie. Mais une autre hypothèse circule, qui implique le FSB. Encore aujourd'hui, nous ne connaissons pas toute la vérité. Mais il est possible que quelques personnes des services secrets
ait été au courant des préparatifs des Tchétchènes et s'en soit servi. Et il est tout à fait clair que ce qui s'est passé a été utilisé à des fins politiques. C'est un tournant. Quand 3 jours après la première explosion, Poutine rencontre le président Clinton, il lui présente un plan de bataille détaillé. Lors de sa réunion avec le président Clinton, il lui a dessiné une carte de la Tchétchénie et il lui a décrit les plans de bataille de l'armée russe. Tout ça n'avait pas beaucoup de sens pour nous, mais il était clair que ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est que c'était son dossier le plus important. Devant les journalistes, Poutine hausse le ton et retrouve la phraséologie de l'époque du tout-puissant KGB. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. De retour en Russie, Poutine ne parle plus de quelques terroristes, c'est toute la Tchétchénie qu'il met en cause. Сегодня Чечня, оставаясь частью российской территории, является собой своего рода международную аномалию, якобы законно существующий огромный террористический лагерь. L'armée reçoit l'ordre de bombarder la Tchétchénie, justifié par Poutine d'une manière peu orthodoxe. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Сказал, придумал. Il l'a dit. C'est lui qui l'a inventé. Et il m'en a reparlé plusieurs fois. Il me demandait avec une sorte de coquetterie, je ne sais pas, peut-être qu'il ne fallait pas le dire, peut-être que c'était trop fort. Moi, je lui ai dit non, c'était très bien, c'était très clair, tout le monde a bien compris le message. Et le plus important, c'était le côté émotionnel. Vous ne pouvez pas toujours vous conduire comme une morue décongelée. Le 1er octobre 1999, l'armée russe envahit la Tchétchénie. L'opinion publique soutient la nouvelle guerre. Vladimir Poutine monte à 15% dans les sondages. Mais cela ne suffit pas. Alors, loin des caméras, le Kremlin crée un comité de soutien pour le Premier ministre. Il s'agit en fait d'un état-major de campagne pour Poutine. Il aura à sa disposition tous les moyens de la machine d'État, l'argent et le soutien des meilleurs spécialistes électoraux, comme Ksenia Ponomareva, l'ex-patronne de la première chaîne de télévision. Bien sûr, nous sommes de grands démocrates. Nos élections sont honnêtes et la démocratie ne doit pas être instrumentalisée. Mais nous avons déjà organisé d'autres élections et nous savons combien il est important d'avoir le soutien de toute la machine d'État. La première étape, ce sont les législatives du mois de décembre. Si le parti de Primakov obtient la majorité, personne ne pourra le battre au présidentiel. Quant à Poutine, il n'a pas même un parti pour le soutenir. La famille se réunit en secret. Je me souviens très bien de cette réunion à la maison de campagne du secrétaire général du Kremlin. Il y avait Poutine, Tatiana, la fille d'Eltsine, et son mari. Je leur ai dit qu'on avait besoin de créer un parti politique qui concentrerait la puissance de la machine d'État. Ils m'ont dit que je délirais. Berezovski finit par les convaincre et à 2 mois de l'élection, crée un parti à la tête duquel il place un ministre, un sportif et un juge d'instruction. Ce parti n'affiche ni idéologie ni programme politique. La campagne de ce parti s'est montée autour d'une seule idée. C'était qu'il était soutenu par le très populaire Vladimir Poutine. Sinon, il n'avait absolument rien d'autre. Sur l'autre front, Sergueï Dorenko mène une guerre sans merci contre Primakov. Détails sordides sur l'état de santé de l'ex-premier ministre, accusation de corruption de son colistier, le maire de Moscou. Tous les coups sont permis. Humilié par les attaques, Primakov propose une trêve. Il soutiendra le gouvernement si Poutine met fin à l'offensive médiatique. Dorenko riposte immédiatement. Путину предлагалась сделка. Ведь у нас грязная кампания, потому что в ней участвуют грязные политики. К тому же поддержка со стороны людей с репутацией уголовников вряд ли нужна Путину. Такая поддержка скорее компрометирует.
Объятия лидеров УВР – это объятия, от которых чрезвычайно трудно отмыться. Pendant cette campagne, j'ai reçu la visite de l'adjoint de Louchkov, le maire de Moscou, qui m'a demandé qu'on ne diffuse pas les 4 dernières émissions de Dorenko. Il m'a proposé une somme faramineuse pour cela. Plus tard, je l'ai raconté à Dorenko, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'as rien dit? Pour une telle somme, j'aurais arrêté !» Nous sommes à quelques semaines des élections. En Tchétchénie, l'armée russe est arrivée aux portes de Grozny. L'armée a rempli ses objectifs et cela devrait mettre fin au combat. Même les militaires se prononcent pour une pause. Nous, les militaires, nous insistions pour que les opérations ne reprennent qu'au printemps prochain. Nous avions en effet 2 gros problèmes. Premièrement, le départ des appelés, qui représentait, quoi qu'on en dise, la majorité de nos effectifs. Et deuxièmement, les conditions météo qui étaient épouvantables. La pluie, la neige et le brouillard rendaient les routes impraticables pour nos véhicules. Сейчас непонятно, что будет с Грозным. Что, мы берем их измором, стоим там всю зиму, пока не высохнут все и не опадут? Или в чем тактика, что делать с Грозным? Знаете, что касается тактики, то это дело военных. И я бы не хотел вдаваться в детали. Хотя есть различные варианты развития ситуации. La guerre serait en effet l'affaire des militaires si le conflit en Tchétchénie ne faisait pas partie intégrante de la campagne électorale. Et l'opinion des militaires ne compte plus. On nous a consultés au niveau de l'état-major, mais c'est tout. Toutes les autres décisions ont été prises au niveau politique. Ce genre de décision est toujours pris au niveau politique. La décision politique est très simple. La guerre doit continuer. Qu'avait-il d'autre comme argument pour convaincre les électeurs? Dans l'économie, dans le social, partout, la situation était catastrophique. Pour quelle raison l'électeur aurait-il choisi le parti de Poutine? Le 19 décembre, les électeurs choisissent le parti de Poutine. Avec 23% des voix, ce parti, formé sans aucun programme politique 2 mois avant les élections, devance largement le parti de Primakov qui n'obtient que 13%. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nos adversaires avaient été écrasés. Je l'ai toujours dit, celui qui gagne les législatives gagne les présidentielles parce que le terrain politique est bétonné pour le vainqueur. Sa mission accomplie, Berezovsky décide de partir en vacances. La prochaine grande échéance, l'élection présidentielle, n'a lieu que dans 6 mois. Nous sommes le 31 décembre, c'est le début des vacances en Russie et tout le pays se prépare à fêter le Nouvel An. Le 30 décembre, nous avons fermé notre état-major de campagne, notre groupe de soutien à Poutine. Et nous avons pris des vacances jusqu'au 3 janvier. Le 31 décembre, j'étais dans ma cuisine en train de préparer les salades pour la soirée du Nouvel An. La télé était allumée puisque je ne peux pas m'en passer. Il est midi. Je vois Boris Eltsine et je me demande, c'est une rediffusion ou quoi? Et tout à coup... Je devais faire un petit tournage de protocole, juste quelques images à envoyer aux chaînes, et c'était tout. Un petit travail jusqu'à 2 heures de l'après-midi, et après j'étais libre. Je prends ma place habituelle à droite du président, je me dis voilà, je fais quelques images du président. Ensuite je me retourne, je filme le Premier ministre en plan large, et c'est fini. Tout à coup, Boris Eltsine dit « Je vais partir ». Я хочу уйти красиво, чтобы, во-первых, показатели у России сейчас хорошие, получаются, постоянно на подъеме. Là, mes mains commencent à trembler. Je ne l'oublierai jamais.
C'était probablement le tournage le plus difficile de toute ma vie. J'ai toujours filmé caméra à l'épaule, et là, regarde l'image, ça bouge. À chaque instant, il se passait quelque chose. Là, ce sont les officiers des services secrets qui viennent remettre la valise nucléaire au nouveau président. Eltsine a démissionné et conformément à la Constitution, le Premier ministre devient président par intérim. Les élections présidentielles sont avancées au mois de mars. Je le voyais bien, il n'y avait que Vladimir Poutine qui était au courant. Mais c'est quelqu'un de très discret, je pourrais même dire impénétrable. Tous les autres, ceux qui étaient là, au secrétariat, dans les salles de réception, personne n'était au courant. Eltsine peut partir tranquille. Poutine est au plus haut dans les sondages et ça devrait tenir jusqu'aux élections. Mais qui a osé proposer à Eltsine de démissionner? Encore une fois, c'est la famille qui a pris la décision. Ce projet, je l'avais évoqué à l'automne avec Valentin Youmachev, son gendre, mais c'est Youmachev qui a réussi à le mettre en œuvre. C'est lui qui a eu l'idée de la date, le 31 décembre, et le reste. Mais le plus important, c'est que c'est lui qui a réussi à convaincre Eltsine de partir. Eltsine semble réussir son départ. Poutine lui a promis de conserver ceux qui occupent les postes clés au Kremlin et de poursuivre sa politique de réforme. Le premier décret signé par le nouveau président garantit l'immunité judiciaire à Boris Eltsine et à sa famille. Мы вас поздравляем с Новым годом. Желаем вам счастья. Всего вам самого доброго в Новом году. Будьте здоровы, чтобы в семьях у вас все было нормально. Желаем вам. Le soir même et à la surprise générale, il fait une visite éclair en Tchétchénie, accompagné de sa femme et des caméras de télévision. Vladimir Poutine a compris l'importance des médias pour sa carrière. Poutine est un téléprésident. Il a été fabriqué par la télé. Il prône la télé. Il regarde la télé. Il croit qu'il gouverne le pays à travers la télé. Je sais qu'il participe personnellement à la rédaction de chaque sujet sur lui et décide lui-même du contenu du journal télévisé. Il choisit personnellement tout ce qui doit être diffusé. Le service de presse de Poutine réintroduit la propagande et chaque image du président est mise en scène par le Kremlin. Une mesure inimaginable depuis la fin de l'Union soviétique. Et ce n'est qu'un début. Au Parlement, le parti de Poutine s'est allié aux communistes, ennemis jurés d'Eltsine. Plus tard, il demandera à ce même Parlement de réinstaurer l'hymne de l'Union soviétique écrit pour Staline. Я буду просить депутатов Государственной Думы утвердить музыку Александрова. Мелодию бывшего советского гимна. Le nouveau président garde le chef de l'administration d'Eltsine, mais nomme ses amis des services secrets aux autres postes clés. Poutine commence à montrer sa vraie nature, et même ceux qui l'ont mis au pouvoir s'inquiètent. J'ai dit, dès le lendemain des élections, ça va être la course. Soit on arrive à se positionner comme une force d'opposition démocratique à Poutine, pour limiter un peu son champ d'action, soit ses copains des services secrets vont nous massacrer. Il est trop tard. Personne ne peut plus arrêter la machine. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération russe au premier tour avec 52% des voix. Я не имею права говорить о том, что завтра начнутся чудеса. Это было бы неправильно, и это было бы большой ошибкой, это было бы вредно.
Le 7 mai, Vladimir Poutine est intronisé président de la Russie dans les salles du Kremlin, restaurées par Pavel Borodine et Mabétex. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Malgré ses promesses, Poutine a abandonné l'essentiel de la politique de ses prédécesseurs. Mais il a respecté certains accords du passé. L'enquête sur Mabétex a été suspendue, faute de coopération de la part de Moscou. Eltsine et sa famille n'ont jamais été inquiétés, mais ils ont perdu leur influence au Kremlin et ne parlent jamais aux journalistes. Poutine, que tout le monde imaginait comme un exécutant docile, s'est débarrassé peu à peu de ses maîtres et de ses alliés. Boris Berezovsky, éminence grise et ami personnel de Poutine, a dû fuir le pays sous le coup d'un mandat d'arrêt. Как вы оцениваете усилия Бориса Березовского по созданию оппозиции вам? Борис Березовский – это кто? En matière d'élection, Vladimir Poutine a dépassé ses maîtres et s'est fait réélire en 2004 au premier tour avec 72% des voix. Mais la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat en 2008. Modifiera-t-il la Constitution ou fabriquera-t-il à son tour le nouveau président ?